vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Frédéric Tadei. Bonjour. Bonsoir Frédéric, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau numéro d'Inspiration pour Mail Media. Je suis ravi aussi. On a parlé de ce lien qui nous unit avec Alexis, Céline et toute l'équipe. Comme mon invité précédent, un rapport particulier aux médias, une arrivée très tardive dans cet univers qui t'était pas du tout prédestiné a priori. Il y a une période de vie intéressante, c'est cette tranche de 20 à 30 ans, lors de laquelle, avec l'approbation de tes parents, tu te cherches un peu professionnellement. Je me cherchais pas, je croyais m'être trouvé très jeune. Je pensais que je serais un grand écrivain et qu'à 25 ans, je serais riche et célèbre et que je coucherais avec beaucoup de femmes. C'était un peu le programme que je m'étais fixé et j'avais expliqué ça à mon père qui m'avait dit bah, écoute, très bien, pas de problème. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je ne serais pas un grand écrivain. J'ai essayé, mais je n'étais pas assez bon. Et puis, je n'avais pas de problème avec mes parents. Pour être un grand écrivain, en général, il faut avoir des problèmes avec ses parents et surtout avec sa mère. J'ai remarqué parce que j'ai rencontré pas mal de grands écrivains et ils avaient souvent ça en commun. En tout cas, moi, j'avais vraiment l'inconscience tranquille. Donc ça, je ne pouvais pas devenir un grand écrivain. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, ça m'a pris jusqu'à 30 ans, hein, quand même. Enfin, à 29 ans, où j'ai créé mon journal. Et puis après, c'est allé assez vite. Après, ça a été 8 coups de téléphone, grosso modo. La télé m'a appelé, la radio m'a appelé d'abord, la télé, etc., etc. C'est allé assez vite, mais on va revenir à l'origine. Il y a quand même une dizaine d'années de recherche, enfin de réflexion. Et puis, il y a cette aventure entrepreneuriale. C'est drôle, quand on a autant d'insouciance a priori, de tout de suite se lancer dans la difficulté de la création d'un magazine. Oui, enfin moi je me suis fait financer mon magazine. Ça m'a fait quand même pas mal de difficultés. Mais c'est vrai que pendant 10 ans, où vraiment je n'ai rien fait, c'était les vacances complètes, pendant 10 ans j'ai fait mes propres universités. C'est-à-dire que je pouvais m'intéresser exactement à ce qui m'intéressait. Je n'avais pas de programme, je n'avais pas de prof, pas de mentor à côté de moi qui me disait intéresse-toi à ça, lui c'est plus important que lui, etc. J'étais complètement en liberté et donc... ben, quand tu te fais ton propre programme, enfin, tu ne fais pas de programme, tu vas là où ça t'intéresse, à la fin, tu t'aperçois que tout communique. Et ça a été le gain de ces études qui sont très singulières, puisque c'est seulement les miennes, et je ne les recommanderai à personne. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit, abandonne tout et tu verras, tu t'en sortiras, parce que vraiment, j'ai cru à un moment que je n'allais pas m'en sortir. Hein. Mais bon, moi, je me suis aperçu que, à mes yeux en tout cas, tout communique. Parce que je pouvais pas... Et je peux le faire. C'est-à-dire que depuis, j'ai animé toutes les émissions que j'ai animées. Je peux passer d'un historien à un homme politique, à une économiste, à une sportive, une actrice de cinéma. Voilà, tout m'intéresse. Tout m'intéresse et je vois bien comment tout est relié ensemble, quoi. C'est particulier, il y a une grande curiosité chez toi, on y reviendra tout à l'heure. Et à la fois, dans ton discours, il y a à la fois beaucoup de questionnements et beaucoup de certitudes. Oui, Tu es un personnage complexe. J'ai pas beaucoup de certitudes, donc j'ai quelques convictions, mais j'ai l'impression que je suis pas fini. C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours la même curiosité. D'ailleurs, j'anime aujourd'hui une émission sur Europe 1 où chaque jeudi, je suis obligé de lire toute la presse pour trouver qu'est-ce qu'il pourrait y avoir intéressant, quelque chose d'intéressant et de nouveau à dire. À Mail Media, c'est la même chose. Je suis obligé de continuer de m'intéresser à des tas de trucs et je vois bien que je ne suis pas fini. C'est-à-dire que je peux changer d'avis. J'ai pas de... Donc j'ai des convictions, j'ai quelques certitudes, oui, quand on me demande d'expliquer pourquoi il y a Mail Media aujourd'hui, pourquoi Alexis a fait le petit discours qu'il a fait, tout ça, ça me paraît, on peut l'expliquer. Pourquoi ça arrive aujourd'hui comme ça? Pourquoi les podcasts? Pourquoi, etc. Je peux vous en parler des heures. Et dans ce sens, en ce sens-là, j'ai quelques certitudes, oui, que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et je crois pouvoir me l'expliquer. Mais je peux changer d'avis. Demain, je peux rencontrer un intellectuel qui a écrit un livre et tout à coup, je me rends compte que tiens, il me manquait une pièce du puzzle. Et tout à coup, paf, je l'ajoute. Et en ce sens-là, je dis, je ne suis pas fini. On y reviendra parce que c'est peut-être un des ingrédients
principaux qui expliquent cette durée, cette réussite dans les projets professionnels? Parce que donc, après l'épisode du magazine, assez rapidement, tu découvres la télévision dans une très grosse machine, nulle part ailleurs. Ouais. J'imagine encore le jeu des rencontres avec Alain de Greff à l'époque. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai été recruté par Actuel. Jean-François Bizot, à l'époque, c'est le magazine le plus branché. Et je me retrouve à Actuel. D'Actuel, je descends 3 étages, il y a Radio Nova, qui est la radio très branchée de l'époque. Et là, je reçois un coup de téléphone de Canal+. Et je me retrouve à Canal+. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on me propose de venir à Canal+, je dis, attendez, c'est pour être chroniqueur, tous les jours, venir faire son petit truc toujours le même, ça ne m'intéresse pas. Et on me dit, non, vous pourrez, non seulement vous restez toute la partie de l'émission qui durait une demi-heure à l'époque, la première partie, mais en plus vous pouvez parler de tout. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, c'était de ne pas me spécialiser, de pouvoir parler de tout. Pour la raison que je viens de t'expliquer, c'est que je m'intéresse à tout, en fait. Et donc j'ai accepté. Et puis de toute façon, s'il y avait autre chose qui m'intéressait, c'était la télévision. Ça m'intéressait parce que j'avais été invité dans une grande émission de télévision quand j'avais 18 ans et j'avais vu que j'avais fait mon petit effet. Et je m'étais aperçu que le lendemain que ça avait vachement bien marché, mon petit effet. Et je me dis, c'est pas très compliqué la télé. Et donc j'avais gardé ça dans la tête. Et quand on me propose de faire de la télé, je me dis, bon, je sais, que je suis télégénique, je le savais. Je pense pas que je sois cinégénique, par exemple, mais je suis télégénique. Et donc je suis plutôt mieux à la télé qu'en vrai. Et puis surtout, je croyais avoir compris que c'était pas compliqué. Et je continue de penser que c'est pas très compliqué, effectivement, la télévision. Mais après, c'est compliqué d'en faire bien, mais c'est pas compliqué d'en faire. Voilà. Et donc j'y suis allé. Puis il y avait un autre truc qui m'intéressait, c'est la célébrité. Alors non pas la grosse célébrité, je déteste ça, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient soi-même à l'épreuve de la célébrité. La célébrité, c'est une aventure moderne. À un moment, c'est un peu passé, mais à un moment, tout le monde avait envie d'être célèbre. Et je comprenais ça, c'est une aventure. Voilà, c'est comme d'aller au bout du monde en 20 heures. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. On ne pouvait pas faire ça autrefois. Aujourd'hui, en 30 heures, je dirais même en 30 heures, vous pouvez être n'importe où dans le monde. Et bien, c'est une aventure. C'est une aventure moderne. Et la célébrité, c'est un peu pareil. Et est-ce que tu as répondu aujourd'hui à cette question? J'ai vu que la célébrité ne me changeait pas. Elle ne me changeait pas moi, mais alors j'ai trouvé, enfin, certains de mes amis ont trouvé l'explication. Ils m'ont dit, c'est normal, tu étais déjà très prétentieux avant. Et c'est pas faux. C'est pas faux. La célébrité, elle vous change souvent parce qu'on a des revanches à prendre. C'est normal. Personne ne vous écoute, et puis tout à coup, tout le monde vous écoute. C'est Jean-Louis Trintignant qui m'a dit ça un jour. Et il m'a dit, lui, c'est arrivé avec un homme et une femme. Il dit, alors avant un homme et une femme, on me proposait un type de rôle, et puis pas un autre. Et puis j'étais toujours trop jeune, trop vieux, trop petit. Et puis quand je parlais, personne ne m'écoutait. À partir d'un homme et une femme, on me propose des rôles qui allaient de 15 ans à 70 ans. J'étais jamais trop petit, j'avais plus de problème. Et tout le monde, dès que j'ouvrais la bouche, tout le monde m'écoutait. Et si bien que j'avais plus rien à dire. Et ça, souvent, vous avez ça chez les gens qui deviennent célèbres. Si on les écoutait pas avant, ils se mettent à parler trop. Et quelque part, est-ce que cette carrière sur laquelle on va revenir, ça représentait une forme de revanche pour toi? Moi, pas du tout, non. Par rapport à l'échec de l'écriture, parce que ça m'intéresse d'avoir ton regard. Je vais te dire, à un moment, je me suis dit, bon, je ne pouvais pas être un grand écrivain, mais c'est normal, c'est quand même embouteillé, il y a un nombre de génies invraisemblables. Mais quelle est la norme pour toi? Non, mais je veux dire, réussir à la télé, c'est quand même beaucoup plus facile. Il n'y a pas Tolstoï, il n'y a pas Dostoïevski, voilà, c'est quand même, c'est tout près de l'art forain. Se faire un nom, c'est quand même pas compliqué. Donc je suis à peu près sûr aujourd'hui, et là encore on va trouver que je suis prétentieux, mais je suis à peu près sûr d'être dans l'histoire de la télé. J'ai fait au moins 3 émissions qui resteront dans l'histoire de la télé. Voilà, maintenant j'en fais pas non plus. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la télé, on l'oublie vite. Même si on est dans l'histoire de la télé, personne ne saura à quoi ressemblaient mes émissions. Ces 3 histoires, j'imagine que tu fais référence à Paris dernière. Voilà. Premier grand succès, 8 ans. Ce soir ou jamais, qui a duré 10 ans, et Dardar, qui a duré 16 ans. C'est des temps très longs. Alors d'ailleurs, tu détiens un record avec Ce soir ou jamais. Tu as détrôné Bernard Pivot avec l'émission Apostrophe. Lui, il a mis 15 ans pour faire les 725 émissions. 732 épisodes, j'ai vu. Je ne sais plus. En tout cas, j'en ai fait 20 de plus que lui, mais moi en beaucoup moins de temps, parce que moi j'étais en quotidienne. Donc c'est la plus longue,
mais ce n'est pas celle qui a duré le plus longtemps. Voilà. On va passer sur Paris dernière et sur Dardar un peu vite. On a parlé de ce succès dans la durée. Pour focaliser un peu sur Ce soir ou jamais, c'est intéressant parce que c'était il y a quelques années, avant l'avènement des réseaux sociaux. Il y a déjà eu quelques polémiques autour de cette émission. De grands esprits ont dit que tu recevais des esprits malades et que tu donnais la parole à des gens qui ne la méritaient pas. Ouais. Est-ce que tu considérais que ton rôle de journaliste, c'était justement d'ouvrir le débat et de laisser la parole à tout le monde? C'est pas tout le monde forcément. On ne donne jamais la parole à tout le monde. Moi, j'estimais qu'il fallait. J'ai un peu changé la façon de faire des émissions culturelles, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on appelle des émissions de promo, ou des émissions avec des chroniqueurs qui viennent faire des petits spectacles ou qui viennent poser des questions embarrassantes à votre invité, je m'étais dit, on va enlever les chroniqueurs, on va enlever tout ça, et puis on va prendre que des artistes et des intellectuels, et puis on va les faire discuter ensemble de ce sur quoi ils ont travaillé, au fond, qui est la vie. On va prendre l'actualité et on va en faire des débats culturels. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu ouvres le débat. Le débat, jusque-là, il était confisqué par les politiques et par les journalistes. Et tout à coup, on l'ouvre aux intellectuels et aux artistes. Mais on ne va pas sélectionner dedans les artistes et les intellectuels les plus consensuels, l'establishment, ceux qu'on voit partout. D'ailleurs, ceux-là, ils n'ont pas tellement envie de venir vraiment débattre. Ils ont envie de venir faire leur promo. Donc, à partir du moment où on va faire des débats, on est obligé de l'ouvrir. On est le service public. On ne peut pas considérer qu'il y a des gens qu'on peut recevoir et pas d'autres. Donc j'avais une déontologie qui a toujours été la mienne. Si ce n'est pas interdit par le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de raison que moi je l'interdise. Voilà. En revanche, il y a des débats qu'on ne fait pas. On va pas faire. Il y a des opinions qui sont des délits en France, et ça me convient très bien d'ailleurs. Donc on ne peut pas discuter n'importe comment, de n'importe quoi. J'ai vu là récemment, on m'a demandé de venir discuter dans une émission sur Internet, je vous rassure, le réchauffement climatique, mythe ou réalité. J'aurais dit, on ne peut pas faire ça. Ah, mais comment? Vous avez dit qu'on pouvait débattre de tout avec n'importe qui, vous êtes devenu horrible, politiquement correct. Je dis non, mais on ne peut pas, aujourd'hui, en 2024, dire que le réchauffement est un mythe. On pourrait éventuellement discuter, est-ce que c'est bien la responsabilité de l'homme, par exemple? Il y a des gens qui pensent que, après tout, on y est peut-être pour rien. Mais on ne peut pas dire que ça ne se réchauffe pas. On ne va pas faire des débats pour savoir si les ronds sont carrés ou si les carrés sont ronds. Donc il ne faut pas non plus exagérer avec la liberté d'expression. Elle est limitée en France. Et c'est peut-être pas plus mal. Le fait qu'on ne puisse pas se traiter de sale juif, de sale arabe, moi ça me va très bien. Les Américains trouvent qu'on est liberticide. Moi je préfère. Mais enfin bon, la liberté d'expression est limitée en France pour toutes sortes de raisons. Maintenant, il faut faire attention non plus à ce que les autres n'abusent pas des limites de la liberté d'expression et ne nous empêchent pas de parler de tout. Mais en l'occurrence, puisque c'était ça la question, je pense qu'il faut parler dans un débat sur le service public. Vous devez inviter tous les gens qui représentent des opinions très différentes. Mais vous devez inviter les meilleurs. Vous ne devez pas inviter les gens qui disent n'importe quoi. Mais ça, on me l'a beaucoup reproché. On m'a beaucoup reproché des tas de choses. C'est normal, vous savez. C'est un métier assez concurrentiel. Donc les gens veulent votre place. C'est logique. Est-ce que tu penses que dans le monde d'aujourd'hui, je reviens à cet aspect des réseaux sociaux, Ce soir ou jamais aurait duré aussi longtemps? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des polémiques qui auraient amené la chaîne à prendre des décisions? Toutes les émissions que j'ai faites, à mon avis, auraient souffert. Paris dernière, je vous dis même pas, aujourd'hui, ce serait des tonnes et des tonnes de gens qui se plaindraient auprès de l'Arcom. À l'époque, j'avais juste l'Arcom qui se plaignait, mais maintenant, il y aurait les gens qui se plaindraient à l'Arcom. Et donc, évidemment, c'est tout à fait un problème. Et quant à Ce soir ou jamais, à mon avis, c'est plus possible aujourd'hui. À l'époque, c'était une vraie révolution parce que tout à coup, vous aviez dans les débats des gens que vous n'entendiez jamais. Encore une fois, je vous le dis, il n'y avait plus les politiques, il n'y avait plus les journalistes, il n'y avait que des gens qui réfléchissaient vraiment. Et puis surtout, je l'ouvrais à tout le monde. Et de ce fait, tout le monde adorait ça. Enfin, la plupart, à part mes collègues journalistes, tout le monde adorait ça. et donc... Et pourquoi ils adoraient ça? Parce que si vous étiez, je ne sais pas moi, un nationaliste ou un anti-euro,
un souverainiste. Mais les seules fois où vous pouviez avoir des gens qui vous disaient oui, l'euro c'est pas bien, ou oui, on devrait sortir de l'Europe, c'était des intellectuels assez intéressants, intelligents en plus, qui avaient le temps de parler et qui venaient dans Ce soir ou jamais. Mais pour entendre votre champion, celui qui pensait comme vous étiez obligé d'écouter aussi ses contradicteurs, parce qu'ils étaient toujours sur le plateau. Je n'ai jamais donné de tribune à l'un ou à l'autre. Et les gens adoraient ça, ce n'était pas un problème. Le débat n'était pas un problème, ils en redemandaient même. Et ils trouvaient ça formidable que les débats soient ouverts. Il y avait encore une fois que les journalistes qui trouvaient que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas donner la parole aux autres. Mais aujourd'hui, tous ces gens que j'étais le seul à inviter, et que les gens venaient voir Ce soir ou jamais parce qu'ils étaient sûrs d'entendre quelque chose de différent et éventuellement même ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Mais aujourd'hui, tous ces gens, ils ont leur propre émission de télé. Il y a des chaînes entières de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, des télés sur Internet. Chacun a sa télé. Donc pourquoi est-ce que vous viendriez dans une émission de débat entendre votre champion à l'épreuve des contradicteurs alors que vous pouvez l'avoir tranquillement, 24 heures sur 24, qui parle tout seul? Je pense que le problème, il vient de là. On n'a plus envie de débat, et ce n'est pas seulement les fanatiques qui n'ont plus envie de débat, c'est tout le monde. Il se trouve que sur les chaînes du service public, vous n'avez pas les contestataires aujourd'hui. Et sur les chaînes contestataires, vous n'avez pas l'establishment. Et ils ne veulent pas l'avoir. Ils ne veulent plus avoir de contradicteurs. C'est normal, c'est l'époque qui veut ça. Et tout ça, ça s'explique pour une raison simple. À partir du moment où il y a eu Internet, il n'y a plus eu de pouvoir central, il n'y a plus de hiérarchie, et on est tous devenus émetteurs. C'est ce que Alexis, tout à l'heure, expliquait pour expliquer les médias et le succès des podcasts. On est tous devenus émetteurs. À partir du moment où on est tous devenus émetteurs, ça change tout. Ça change nos rapports aux médias, ça change nos rapports à la démocratie représentative. On ne supporte plus d'envoyer des gens à qui on a fait confiance pendant 5 minutes, pendant 5 ans, nous représenter et pas du tout faire ce qu'on demandait. C'est plus supportable. Et les gens ne veulent plus de la démocratie représentative dans tous les pays où la démocratie représentative est présente depuis des siècles. Et c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas par quoi le remplacer. Mais tout ça vient, à mon avis, d'une seule raison, on est tous devenus émetteurs. Aujourd'hui, ce que vous faites là, on serait il y a 30 ans, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais il y a 30 ans, il n'y a que moi, professionnel de la télévision, qui aurait eu la parole. De tous, à part si vous faites des métiers similaires aux miens, ou vous êtes dans la politique, ou dans la religion, etc., tous ces gens-là avaient des haut-parleurs. Mais sinon, si vous êtes des gens normaux, qui avaient des métiers normaux, en gros, quand vous n'étiez pas content, alors vous votiez, ou alors vous écriviez à Télé 7 jours ou au Figaro pour vous plaindre. Et puis c'est tout. Et il n'y avait que moi, vous n'auriez pas eu la parole il y a 30 ans. Tout ça n'aurait jamais existé. Non, ça n'existait pas. Et donc, cette révolution, elle est considérable. Et donc, il ne faut pas croire que notre liberté d'expression s'est réduite. Non, elle ne s'est pas réduite. Au contraire, on a beaucoup plus la possibilité de parler, de s'exprimer. En revanche, on est obligé de se confronter à tous les autres. Tous les autres peuvent nous répondre. Donc, on peut froisser les susceptibilités, les croyances, les certitudes de tous les autres. Et en plus, quand on parle, on est à peu près sûr de trouver au moins 50 personnes qui vont trouver qu'on a raison. Donc on a l'impression d'être une bande. Et puis parfois, la bande prospère. On était 50, on devient 500, puis 5000. Mais on a l'impression tout à coup que tout le monde nous en veut d'avoir dit ce qu'on a dit. Et que donc on ne peut plus rien dire. Non, c'est juste que les susceptibilités peuvent s'exprimer aujourd'hui. Elles pouvaient s'exprimer il y a 30 ans aussi, mais je vous le dis, on écrivait à Télé 7 jours pour se plaindre qu'il y avait eu tel truc dans tel programme. Télé 7 jours, de temps en temps, publiait votre lettre, et puis le reste du temps, il la mettait à la corbeille. Mais est-ce que finalement, ce que tu décris là, c'est pas ce qu'on vit avec les médias mainstream, qui s'appuient beaucoup sur la prise de température de ce qui se passe sur les réseaux? Finalement, pour créer l'engagement, il faut être extrême dans les discours. La modération ne paie plus. Et donc, en voyant ces extrémismes prospérer sur les réseaux, les médias traditionnels s'approprient les débats et finalement donnent une caisse de résonance qui n'est pas forcément le vrai reflet de la société. Mais de toute façon, dès l'instant où les grands médias traditionnels ont eu l'impression que tout à coup, il y avait de la concurrence. Ça s'est fait en 2 temps. En 1990, pendant la guerre du Golfe, jusqu'en 1990, les journalistes français, on va dire les médias français, ont le monopole de l'information. Monopole.
Voilà. Personne ne va venir les contredire. On est entre nous, entre Français, on dit le bien, le mal, etc., etc. En 1990, pendant la guerre du Golfe, tout à coup, CNN. On voit CNN, non seulement on voit CNN, parce qu'ils sont mieux placés que nous pour nous montrer la guerre du Golfe, mais en plus, on passe entièrement CNN sur certaines chaînes de télé françaises. Vous n'aviez plus que CNN. Vous allumiez, c'était les images de CNN. Et là, pour les Français, c'est terrible. Vous dites, mais attends, il y a d'autres gens qui font ça, et peut-être qu'ils le font mieux que nous. Mais ce n'est pas ce qu'on se dit en réalité. On ne se dit pas ils le font mieux que nous. On se dit, oui, mais ces Américains, c'est de la propagande. Nous, on est objectifs. Les Américains, c'est de la propagande. Et on va avoir le même réflexe après avec Al Jazeera, avec RT, Russia Today, avec toutes les chaînes qui ne sont pas françaises, c'est toujours de la propagande. Et puis arrive Internet, chacun devient émetteur, chacun donne des informations, et là on se dit c'est pas possible. Vous voyez, on a déjà les étrangers, si maintenant on a de la concurrence avec les gens qui sont dans la salle là, alors qu'est-ce que ces gens-là viennent? C'est du populisme et c'est du complotisme. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc les journalistes français continuent d'être absolument persuadés qu'ils sont les seuls à bien faire leur métier. Mais sûr et certain, vous ne pouvez même pas en discuter. Et j'ai eu des discussions interminables, puisque moi, évidemment, j'ai donné la parole à trop de gens, etc. Donc j'étais la lie de la terre. Mais ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs. Et ils sont restés là-dessus. Au lieu de se sentir challengés, ils ont souvent eu une mentalité que je qualifierais un peu de Fort Alamo, vous voyez, David Crockett, entouré par une armée de Mexicains, et puis on sonne le clairon et on meurt en beauté. Et j'ai peur que malheureusement ce soit ça. Les médias, enfin le journalisme en France est extrêmement déconsidéré, et au même moment il a de moins en moins d'argent. Le modèle économique est mort, hein, celui qu'on a connu pendant 200 ans, qui fonctionnait très bien. En gros, j'augmente le tirage en baissant le prix et je vends de la publicité. Tout ça, c'est fini, parce que toute la publicité sur Internet, que les gens ne lisent plus les journaux, qui regardent de moins en moins la télé, etc., etc. Donc ce modèle est mort et on ne sait pas par quoi le remplacer. Alors on peut le remplacer par des trucs comme Mediapart où vous payez un abonnement, mais ça suffira jamais pour payer des correspondants dans le monde entier. Mediapart, ils sont bien gentils, mais c'est du divertissement. Ils vous racontent des affaires qui concernent quelques privilégiés. On s'en fout complètement. C'est pas ça qui va nous expliquer comment le monde fonctionne. Vous voyez, et ça, pour envoyer des gens vous expliquer comment le monde fonctionne, ça coûte cher. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment le payer. C'est paradoxal ce que j'explique parce qu'on en parlait tout à l'heure. À la fois, on voit qu'il y a un bouleversement de la façon dont on consomme l'information, et à la fois, tu m'expliquais comment et pourquoi, finalement, les codes et le monde n'a jamais changé. À la fois, le monde ne change pas parce que, franchement, on reste des hommes, quoi. Demain, si on n'a plus d'énergie, on va redevenir comme on était avant. Les femmes vont retourner à la cuisine, elles vont retourner élever des enfants, c'est nous qui les enverrons. On va se retrouver dans un environnement hostile. La grande libération des femmes, elle vient essentiellement de la révolution industrielle et de l'énergie, pas chère et en grande quantité, dont on a pu disposer. Et à partir de ce moment-là, on a laissé les femmes enfin libres de pouvoir faire des études, etc., etc., et ensuite de travailler. Et puis pourquoi est-ce que les Américains ont libéré les esclaves en 1865 ? Parce qu'il y avait des machines à vapeur. S'il n'y avait pas les machines à vapeur, on n'aurait jamais libéré les esclaves. Et ni au Brésil, ni ailleurs. Donc ça veut dire que si demain, il n'y a plus d'énergie, on va revenir comme on était. Aussi con, aussi barbare, aussi salopard qu'on était. On rétablira l'esclavage, c'est évident. S'il n'y a plus de pétrole, plus d'électricité, évidemment qu'on rétablira l'esclavage. Ce sera peut-être nous, les esclaves, d'ailleurs. Mais ce sera comme avant. Non, on n'a pas tellement changé. Ce qui nous civilise, c'est la paix. C'est la prospérité, ça civilise beaucoup. Mais sinon... Tu as un regard particulier sur le monde. Tu es amateur de voyage. Et tu me disais tout à l'heure que finalement, pour réussir à faire des comparaisons avec les époques, avec la façon dont on a vécu les choses, il y a deux choses importantes. C'est le temps long. On y reviendra sur la notion du temps long dans un univers très particulier comme celui dans lequel tu as évolué, guidé par les audiences quotidiennes, maintenir le cap du temps long. Et deuxièmement, j'ai oublié ma question, donc on va commencer par celle du temps long. C'est allusion, parce que c'est quelque chose que je dis souvent quand on me demande comment parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre mon époque.
et pas de me faire des illusions, ah ça c'est nouveau, ah c'était mieux avant, etc., etc. Ça c'est des réflexes, c'est logique, on est tous comme ça, on a tous l'impression que c'était mieux avant. Bon. Mais comment réfléchir à vraiment, comment comprendre son époque? Et en fait, après y avoir beaucoup réfléchi, je crois qu'il faut constamment avoir, comme des abscisses et des ordonnées, il faut savoir ce qui se passait avant, et y compris il y a longtemps. C'est un peu ce que je vous disais par rapport à l'énergie. Mais pardon de te couper, mais aujourd'hui, il y a quelque chose, un phénomène qui émerge, c'est le wokisme, la cancel culture. Oui, mais le wokisme, c'est Est-ce pareil. que d'effacer nos repères anciens, ça nous permet de continuer à avoir ces... Si vous voulez comprendre le wokisme, il faut regarder ce qui se passait avant, il faut se regarder aussi ce qui se passe à côté, dans les autres pays au même moment. Ça, pour moi, c'est ça les abscisses et les ordonnées. Alors le wokisme, attendez, c'est normal, à partir du moment... Qu'est-ce que ça a été pendant très très longtemps? L'homme blanc a considéré qu'il était le seul être humain. C'est-à-dire que les femmes, c'était moins bien que lui, les autres religions, c'était moins bien que lui, les autres races, c'était moins bien que lui, les autres orientations sexuelles, c'était moins bien que lui, et il fallait que tout le monde ferme sa gueule, et la norme, c'était l'homme blanc. Bon, ça a duré pendant des siècles. Vous voyez, et puis au fur et à mesure, l'homme blanc s'est civilisé quand même, et il a accepté au fur et à mesure que les femmes, les autres races, les autres religions, les autres pays étaient peut-être ses égaux. Mais à partir du moment où tout le monde devient émetteur, vous voyez, il y a des revendications. On ne se contente plus d'avoir des droits. On va aussi avoir des revendications. On va avoir aussi une susceptibilité. Et forcément, on va demander à ce qu'elle soit respectée. Et c'est ça le wokisme, en fait. C'est plein d'abus, c'est normal. On abuse. Quand on vous laisse tout à coup exprimer vos émotions, on en abuse, tous. Et il est à peu près normal, par les temps qu'on vit, dans la société très multiculturelle dans laquelle on vit, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas, c'est le cas, mais il est normal que tout le monde veuille affirmer sa sensibilité, ses droits, etc. etc. Que ce soit bien ou pas bien est une question que je ne me pose pas. Je le vois. Alors c'est bien moindre en France que dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Mais parce qu'aux États-Unis, les communautés ont toujours été dressées les unes contre les autres. Ce qui n'est pas le cas en France. Ce qui n'est normalement pas le cas. Alors il y a de l'abus. Parfois, il y a aussi ceux qui se disent mais si, vous avez toujours été raciste. Et puis, il y en a d'autres qui reconnaissent qu'on l'a peut-être été moins que d'autres. Voilà. Et que tout ça peut bien se passer. Franchement, le wokisme en France, c'est rien à côté de ce que ça peut être ailleurs. Mais encore une fois, moi, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus. J'essaye juste de comprendre pourquoi c'est là. Je reviens à une autre de mes questions qui est le regard sur le monde et le temps long. Dans cette émission, Ce soir ou jamais, je te parlais de sa longévité exceptionnelle, de la façon dont ça s'était construit, parce qu'il faut savoir se réinventer en permanence. Je le répète, avec une pression très importante de l'audience. Et tu m'as répondu que ta seule boussole, c'était les temps longs. Oui. Ça veut dire quoi? Mais d'abord parce que moi, j'ai toujours dans toutes les émissions que j'ai faites, j'ai toujours dit je ne veux pas savoir les audiences. Et on a été assez gentil pour ne pas me les donner. Alors, je ne suis pas allé sur TF1 en prime time. Prime time, ils m'auraient dit, bah si, tu auras les audiences comme tout le monde. Mais c'est normal, parce que la publicité, c'est le nerf de la guerre. Mais là où j'ai fait de la télévision, on a bien voulu ne pas me donner les audiences. Tout simplement, je disais, je ne veux pas savoir l'audience de la veille, parce que les raisons pour lesquelles, quand on fait une quotidienne, ce qui était mon cas, l'émission de la veille n'a pas marché, peuvent être très diverses. Ça dépend de ce qu'il y avait en face, ça dépend de ce qui se passait dans le monde, ce que les gens, est-ce qu'ils faisaient beau, est-ce qu'ils faisaient pas beau. Donc, savoir ce qui s'était passé, l'audience de la veille ne m'intéressait pas. En revanche, je leur disais, sur le temps long, oui, l'audience, ça m'intéresse. Si ça baisse, j'aimerais le savoir. Si ça monte, j'aimerais aussi le savoir. Parce que tu ne peux pas non plus faire de la télévision pour toi tout seul, en tout cas pas sur une chaîne du service public. Mais cela dit, l'audience, pour moi, n'a jamais été un problème, aussi parce que je n'étais pas une émission dont on attendait qu'elle fasse beaucoup d'audience. Une émission comme Ce soir ou jamais, elle devait faire à peu près 700 000 personnes en moyenne. C'était énorme, déjà pour une émission aussi ambitieuse, en deuxième partie de soirée. Donc, c'était pas le... Moi, j'étais là pour faire de l'image. On m'avait demandé de faire une émission culturelle qui marche enfin, parce que sinon, m'avait-on dit, il n'y en aura plus jamais. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus d'émissions culturelles aujourd'hui sur le service public. Il y en a une petite
sur France 5, je crois, mais c'est tout. Il n'y a plus d'émissions culturelles. Ils avaient raison, ils savaient que ça allait disparaître au fond. Et donc, ils m'ont laissé une chance d'en faire une qui marque un peu. Ils m'avaient demandé, c'est pas tant de faire de l'audience, ils voulaient qu'il y ait de l'audience, mais pas beaucoup. Je voudrais qu'on en parle. Parce que c'est vrai que la plupart des émissions culturelles sont mortes, d'abord parce qu'on les mettait de plus en plus tard le soir et que personne n'en parlait jamais. Et je veux dire que pendant 10 ans, ce soir ou jamais, on en a beaucoup parlé. Et donc, ça m'a presque garanti une longévité que sans cela, mes audiences auraient pu remettre en cause assez facilement. Parce que vous avez toujours un type qui arrive et qui pense qu'il pourra faire mieux. Et en fait, ce n'est pas tellement vrai, d'ailleurs, puisque ce qui a pu succéder à Ce soir ou jamais, en tout cas en termes au jour le jour, a rarement fait mieux. Mais ce n'était pas énorme. Encore une fois, 700 000, ce n'est pas énorme. Mais pour ce que c'était pas mal. Et après, pour ce qui est de durée, 10 ans, c'était bien. Ouais, 10 ans, c'est bien pour une émission. Comment on se réinvente et comment on amène son équipe à se réinventer? Puisque là, dans une émission comme celle-là, tu as le rôle du capitaine d'équipe qui doit libérer les énergies. 10 ans, c'est pas énorme, mais c'est un temps très long pour la télévision. Ouais. Comment on se réinvente? À vrai dire, je ne sais pas. Quand tu fais une quotidienne, alors après, elle est devenue hebdomadaire, et tout à coup, ça paraissait très long pour la bouger. C'est-à-dire que ce qui est génial quand vous faites une quotidienne, c'est que vous avez raté celle du mardi. En direct. En direct, oui. Oui, moi, j'ai toujours fait des émissions en direct quasiment. Mais ce qui change tout. Ça change beaucoup de choses. Dans l'approche. Ce qui change, c'est que quand vous êtes un animateur à la télévision et que vous êtes en direct, de toute façon, il n'y a pas de discussion, c'est vous le patron. Personne ne peut rien vous dire. Pas de la productrice, le producteur, la chaîne, personne ne peut rien vous dire, c'est vous qui pilotez l'avion. Il y a une image intéressante d'ailleurs d'une de tes premières émissions. C'est la deuxième, je crois, où je ne sais plus ce qui se passe, et tout à coup j'entends dans mon oreillette ma productrice et le rédacteur en chef qui me bombarde de dire fais-le taire, etc., etc. Et j'ai attendu que la caméra soit bien sur moi, j'ai pris l'oreillette comme ça et je l'ai posée. Et j'ai fini l'émission sans oreillette. Et après, je suis sorti, je leur ai dit, quand je suis sur le plateau, c'est moi qui commande. Si vous avez des réflexions à me faire, vous me les faites après. Si vous voulez me virer, même, vous me virez après, mais pas pendant l'émission. Et pendant l'émission, c'est moi, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne m'a parlé dans l'oreillette, juste pour me dire quelle heure il était. Ce qui était important, d'ailleurs, quand vous êtes en direct, vous avez vraiment besoin. Vous ne pouvez pas avoir d'oreillette. Je pensais qu'on pouvait ne pas en avoir. Mais vous êtes complètement dans le noir, vous n'avez plus aucune notion du temps. C'est assez bizarre. Et puis, vous ne savez pas si le prochain invité va arriver. Vous voyez, donc j'ai remis l'oreillette, mais plus personne ne m'a enquiquiné à me suggérer des questions, comme si j'avais besoin de quelqu'un pour me dire ce qu'il fallait que je demande à mon invité. Enfin, c'est aberrant. Mais c'est vrai que c'est comme ça, la télévision. C'est comme ça. Mais vous avez souvent des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin qu'on leur dise dans l'oreillette ce qu'il faut qu'ils demandent. Et vous avez des gens qui n'écrivent pas leurs fiches, leurs questions. Ce n'est pas eux qui les écrivent. Vous avez tout ça. Mais c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est une séparation des pouvoirs qui est bien. Vous avez quelqu'un qui parle bien, qui passe bien à l'antenne, et puis il est incapable de poser une question tout seul, mais c'est pas un problème, vous lui faites écrire les questions. Mais on passe à côté d'énormément de matière. Quand dans le débat, il y a une réponse intéressante sur laquelle on peut rebondir. Si on est dans un carcan, c'est beaucoup plus compliqué d'animer le débat. C'est bien pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose quand vous regardez la télévision. C'est parce que vous avez l'impression que la personne qui anime ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. C'est pas Sauf faux. Chez Hanouna, qui est un showman quelque part. Quel est ton regard sur ça? Lui sait très très bien ce qui se passe autour de lui. Et lui, c'est un vrai phénomène de télé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas la question, mais c'est un vrai phénomène. J'ai été invité dans son émission, je l'avais jamais vu. Et j'étais assez étonné par ce que c'était. C'est un truc que je ne saurais pas faire. Donc forcément, je le regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est comme les gens qui animent des jeux. Je ne sais pas le faire, donc ça m'intéresse. Mais je veux dire par là que le cinéma, c'est des acteurs pour qui on a tous énormément d'admiration, parce qu'ils sont courageux, qu'ils sont formidables, qu'ils ont toujours des bonnes répliques. Mais non, c'est juste des types. D'abord, chaque scène, elle est filmée 30 secondes par 30 secondes, donc tout le monde peut être courageux. Hein. Filmer 30 secondes par 30 secondes, on est tous courageux. On a tous des bonnes répliques quand on a des bons dialoguistes qui vous les écrivent, etc., etc. Et puis on est beau quand tout le monde vous fait un effort pour que vous soyez bien filmé. La télévision, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, tout à coup, on ne demande pas à l'acteur d'avoir écrit ses dialogues, de s'être maquillé tout seul, de s'être habillé, etc. Moi, à la télévision, je veux être ça. C'est-à-dire que j'arrivais à la télé habillé comme je disais dans la journée. Voilà. Parce que j'avais vu quand même,
il y a des mecs qui deviennent fous à la télé. Ils deviennent vraiment fous. Et je me dis, et notamment, quand je suis arrivé à Canal+, il y avait des gens que je pensais très équilibrés, et je voyais qu'ils avaient le trac, qu'ils étaient là, ça allait pas, et je voyais qu'ils se déguisaient pour aller à l'antenne. C'est-à-dire que vraiment, ils étaient habillés en jean, et hop, tout à coup, ils mettaient un costume, c'était même assez élégant d'ailleurs, alors que dans la journée, c'était pas du tout ça. Et donc je me disais, en fait, ils se déguisent, c'est des acteurs, ils jouent un personnage. Est-ce que c'est pas ça le risque auquel tu as échappé, de devenir prisonnier de l'image publique? Moi, ça m'allait pas, mais peut-être que eux, ça leur va très bien. Peut-être que c'est bien, au fond, de venir, d'endosser un personnage, de repartir. Et puis, entre-temps, on a pu être l'animateur des pires crimes qui ont été commis, des plus grands scandales. Et puis, au fond, peut-être que ça ne les touche pas. Moi, il y a des choses dont je ne peux pas parler à la télévision, par exemple. Ça me touche trop. Et donc, je ne veux pas en parler. Et puis, je ne veux pas prendre le risque de dire des bêtises ou qu'on dise des bêtises. Par exemple, je ne fais jamais d'émissions avec des spécialistes du cancer qui vont m'expliquer comment on guérit le cancer. Je ne prends jamais ce risque-là parce que je ne connais rien à la médecine. Ils peuvent me raconter n'importe quoi. J'ai fait des tas d'émissions sur le Covid, bien obligé, mais je le faisais en tant que citoyen. Jamais. On m'a proposé d'interviewer, comment il s'appelait, le guide. Raoult. Professeur Raoult. Au tout début, on m'a proposé Raoult. Et je dis non. Je dis non, il peut me dire n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais que je lui dise? En plus, il est bardé de diplômes. Je ne vais pas faire le mec qui sait plus que lui. Et donc, non. Et j'ai bien fait. Avant, une dernière question, citation pour terminer sur une bonne note. Revenir sur une actualité, les Birthday Books. Oui. Ta collection chez Grasset. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de cette aventure et d'à quel point pour toi, dans l'histoire des grands personnages, il est important de savoir à quels âges se sont passés les événements? Si tu veux, déjà, aujourd'hui, la télévision, ça ne m'intéresse plus tellement. J'ai l'impression que j'ai fait ce que j'avais à y faire. Si on me proposait demain un truc vraiment intéressant et que j'ai l'impression que je puisse faire quelque chose de nouveau, peut-être que j'y retournerai, mais a priori, ça ne m'intéresse pas et ça ne me manque pas. Donc, comment s'occuper? Alors, je fais de la radio sur Europe 1 depuis très longtemps. Il y a les podcasts avec Miaili Media qui m'intéressent beaucoup parce que je pense, comme l'a expliqué Alexis, que c'est le moment des podcasts, que c'est en train de devenir quelque chose de passionnant, les podcasts. Ça révolutionne notre consommation des médias. Et donc, il faut que ça révolutionne la façon de les fabriquer. Donc, je pourrais peut-être refaire de la télévision, mais je ne crois pas, mais en podcast, mais pas. Et donc, après, qu'est-ce qui peut m'intéresser? En fait, c'est les livres. C'est de revenir aux livres, mais pas en tant qu'écrivain. J'ai donc créé une collection qui s'appelle les Birthday Books. En fait, d'une façon très simple, un jour, je vois dans une biographie qu'on donne je lisais une biographie sur Hitchcock et je vois qu'on donne l'âge qu'avait Hitchcock au moment où il fait Psychose. Il avait 60 ans. Et je me dis, tiens, il est plus vieux que je pensais. Et puis tout à coup, je me dis, mais c'est bizarre quand même, je lis une biographie d'Hitchcock, j'en suis à ses 60 ans et on ne m'avait jamais dit son âge jusque-là. Et en fait, je m'aperçois que l'âge, c'est l'angle mort de toute l'histoire. On ne dit jamais l'âge auquel les gens ont fait les choses. On le dit dans notre vie quotidienne. Vous savez, vous, quel âge vous aviez quand vous avez fait tel truc, etc., etc., ou l'âge de vos enfants, ou l'âge de vos sœurs ou de vos amis. Mais quand vous parlez d'histoire de l'art, d'histoire politique, l'âge n'existe plus. Et là, je me suis dit, tiens, si je commençais à regarder ce que les gens ont fait, à quel âge? Est-ce que je serais surpris? Et vous êtes surpris tout le temps. Vous dites, mais c'est dingue. Lee Harvey Oswald, il avait 24 ans quand il a tiré sur le président Kennedy. 24 ans. Personne ne l'aurait cru. François Ier, il avait 20 ans quand il a gagné la bataille de Marignan. Personne ne nous l'a dit. On nous dit 1515, 1515. Ça ne veut rien dire, 1515. 20 ans, ça a du sens, à l'échelle humaine. Et donc voilà, je suis parti là-dessus et j'ai fait les Birthday Books, c'est-à-dire à chaque âge, tout ce que les gens connus, tout ce que les gens célèbres, même les gens historiques, de Cléopâtre à Beyoncé. Et quelles ont été tes plus grandes surprises des âges par rapport à l'histoire? T'as des surprises tout le temps. Par exemple, j'étais avec un des plus grands historiens de la Seconde Guerre mondiale, là, et je lui dis, est-ce que vous savez quel âge avait Hitler quand il a pris le pouvoir? Alors pour lui, c'est 1933. On sait tous, Hitler prend le pouvoir en janvier 1933. Alors il commence à faire les calculs. Je dis 43 ans. 43 ans. 43 ans, c'est l'âge de Kennedy quand il arrive à la Maison-Blanche. Et Kennedy, c'est le président des États-Unis le plus jeune de toute l'histoire. Ça veut dire que Hitler est arrivé au pouvoir à 43 ans, jeune. Et pas seulement Hitler, Staline est arrivé au pouvoir aussi à 43 ans. Ils sont arrivés au pouvoir très jeunes.
Vous voyez, Macron aujourd'hui a 46 ans. 43 ans, c'est jeune, surtout dans des pays modernes. Autrefois, on pouvait être roi à 20 ans, mais aujourd'hui, c'est différent. Et quand je dis ça, mais le meilleur spécialiste de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, il ouvre des yeux grands, il dit putain, je n'avais jamais pensé. Et c'est-à-dire que la question de l'âge, on l'a évacuée. Je ne sais pas quoi en faire. Ça m'amuse. J'ai trouvé ça passionnant. Je trouve des livres d'anniversaire géniaux à offrir. Mais franchement, je ne sais pas ce que ça recèle de potentialité. C'est-à-dire que je serais curieux que les historiens, les sociologues, tout le monde se penche là-dessus et peut-être va voir des choses que moi, je n'ai pas vues. Moi, j'ai vu des concordances d'âge amusantes. Par exemple, Einstein, à 26 ans, quand il révolutionne la physique, en 3 mois, il révolutionne la physique alors qu'on n'avait jamais entendu parler de lui. Et il se trouve que c'est aussi à 26 ans que beaucoup de grands artistes ont révolutionné leur art. Braque et Picasso ont 26 ans quand ils inventent le cubisme, Duchamp a 26 ans quand il invente les ready-made, etc. Je pourrais vous en citer plein. Donc voilà, je vois des concordances, mais je ne vais pas vous dire que tous les révolutionnaires, ils ont révolutionné quelque chose à 26 ans. Ce n'est pas vrai. Surtout quand vous faites les birthday books, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'âge décisif, que chacun, finalement, il va à son rythme. Mais bon, il y a sûrement des trucs à trouver, et je suis étonné, en fait, que si vous tapez 26 ans sur Internet, vous n'aurez rien. Et ça aussi, c'est un bon signe. C'est quand vous faites une série de livres qui n'a pas l'équivalent sur Internet, c'est devenu rare. Et quand vous demandez à ChatGPT aussi, il est incapable de vous répondre. Si je vous dis quel âge, que faisait Hitler à 32 ans, il ne sait pas. Il dit, il a eu 32 ans, telle date. Mais ChatGPT, il ne comprend pas qu'on a tel âge de cette date-là, cette date-là. Vous voyez, c'est compliqué pour lui. Mais c'est normal, puisque si vous fouillez Internet, personne ne vous dit jamais l'âge. Voilà. C'est bon signe, en tous les cas, c'est une superbe initiative que je vous invite tous à découvrir. Il y a Oui. 15 il y en a 15 âges pour l'instant. Il y en a 6 qui vont sortir à la rentrée, mais j'espère que bientôt, il y aura tous les âges, parce que je les ai tous faits. Enfin, j'ai tous fait à partir de 15 ans. Avant, c'est difficile. Alors avant de se quitter, un challenge, parce que la phrase peut paraître pas très positive, mais il faut que tu transformes ça en quelque chose de très positif pour clôturer ce podcast. C'est une phrase très intéressante que j'ai lue dans le livre Les ingénieurs du chaos, qui explique, je trouve, assez bien ce qu'on vit en ce moment. Alors je vais trouver le bon paragraphe. Pendant des millénaires, les humains ont vécu dans un monde grouillant de dangers mortels où le coût d'une réaction excessive face à la menace était inférieur au coût d'une réaction insuffisante. Raison pour laquelle aujourd'hui encore notre attention s'oriente spontanément vers les mauvaises nouvelles et les récits pessimistes au détriment des visions positives. Attends, juste ça, c'est très important. Ça explique énormément de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a dans nos gènes le gène de la peur. Ça nous a sauvé la vie. Les plus courageux d'entre nous sont morts. On revient au cerveau reptilien. Ils n'ont pas fait de bébé. Et donc, on a besoin d'avoir peur. On a peur de tout. Moi, je suis sidéré qu'on ait peur de tout et que les hommes politiques, d'ailleurs, se font élire là-dessus. Tous, pratiquement. Mais parce que c'est naturel. On doit avoir peur. C'est comme ça qu'on a survécu. Si on n'avait pas eu peur, on serait tous morts en bas âge pendant la préhistoire et les orang-outans auraient gagné. Mais aujourd'hui, la masse d'informations qu'on reçoit nous permet d'aller vers le beau comment on fait. Mais parce que c'est impossible, le monde nous paraît trop complexe. Le monde a toujours été complexe, mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, on le sait. On le sait parce qu'on a des masses d'informations bien plus grandes qu'autrefois. Alors on est incapable de les trier, de les hiérarchiser, et comme il y a de moins en moins de journalistes pour le faire, malheureusement ça devient un problème. Et donc on a tendance à vouloir des explications simples devant tout ce chaos, ce qui nous semble un fatras invraisemblable. Mais ça a toujours été un fatras. À l'époque, on pensait qu'il y avait cette raison-là ou cette raison-là. Aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir 25, 50 raisons qui font que ce qui vient de se produire se produit. Alors, soit ça ne vous fait pas peur, et moi je refuse d'avoir peur, rien ne me fait peur. Et pas dans la vie courante, si vous m'attaquez dans la rue, j'aurais peur. Mais je veux dire, rien ne peut me faire peur. Le Covid ne me faisait pas peur, la Troisième Guerre mondiale ne me fait pas peur, j'ai décidé que je n'aurais pas peur. Voilà. Mais si vous êtes normal, parce que moi c'est une vue de l'esprit, c'est absurde. Et demain, je vais peut-être mourir de peur si justement la Troisième Guerre mondiale se déclenche. Il n'y a que les optimistes qui se suicident. Vous voyez et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez une ou deux explications simples et ça donne ce qu'on appelle le complotisme.
Vous voyez, parce que ça nous permet d'expliquer le monde. On va trouver une raison, une explication qui est censée fonctionner. Ça n'arrive jamais qu'une seule explication fonctionne. Mais si ça satisfait les gens... Donc tout ça, c'est la peur. Ouais. La peur ou l'incompréhension. Et comment on dépasse ça? On dépasse ça comment? Soit vous... Après tout, moi, je reste dans ton univers. Comment on va chercher la source d'information moi, par exemple, qui fait du bien? Je lisais jamais les journaux. J'ai fait 10 ans ce soir ou jamais sans lire les journaux. Jamais. Je lisais des livres. Les livres vous expliquent mieux le monde que les journaux. Mais il faut avoir le temps. On n'est pas obligé de savoir tous les jours ce qui se passe. Maintenant, je suis obligé, pour l'émission que je fais sur Europe 1, le samedi et le dimanche matin, c'est vraiment sur l'actualité. Donc, je me mets à lire les journaux le jeudi, pour savoir ce qui s'est dit, pour pas que j'invite quelqu'un que tout le monde a déjà entendu pour dire la même chose que ce que tout le monde a dit. Donc, j'essaye de trouver des trucs un peu intéressants. Donc, je suis obligé de lire ce que les autres ont. Mais je détesterais être averti en permanence de ce qui se passe dans le monde. Je trouve c'est inutile, en plus. On n'en a pas besoin. Encore une fois, c'est comme les audiences. Je n'ai pas besoin de savoir tous les jours l'audience que j'ai fait de la veille. Dites-moi quand, au bout d'un moment, si mon audience baisse ou si elle monte. Vous voyez ? Et donc, je pense qu'on pourrait, au fond, être moins accro à l'actualité. Mais comme on l'a qui arrive partout. Vous voyez ? Moi, je me souviens, on parlait de voyage. Quand je voyageais il y a 30 ans, quand je partais, j'avais la paix. Personne ne pouvait me joindre. Aujourd'hui, quand je pars, même au bout du monde, je reçois mes factures. C'est terrible. Non seulement les gens m'appellent, me parlent comme s'ils m'avaient quitté la veille, alors que je suis au bout du monde, mec. Ça me coûte un blé dingue que tu m'appelles. Mais alors, vous ne le dites pas, parce que... Bon. Et en plus, ils vous parlent d'un truc qui n'a aucun... Vu là où vous êtes, vous voyez. Et c'est-à-dire qu'on vous rattrape, quoi. On ne vous laisse pas partir. Et finalement, ce que je retiens pour se rassurer, c'est sortir de la pression de ce quotidien pour rester sur des temps longs et savoir se retourner pour mieux comprendre comment était le monde avant et se rassurer. Il faut regarder comment c'était avant, mais regarder vraiment, pas se fier à ses propres souvenirs, parce que nos souvenirs ne sont pas forcément bons. Et le devoir de mémoire, la mémoire, c'est bien la mémoire. Enfin, la mémoire, elle est subjective. Donc, il faut faire des efforts. Mais moi, ça m'amuse, parce que j'ai le temps, puis c'est mon métier. Donc, je peux passer beaucoup de temps à ça. Vous voyez, je comprends très bien que les gens ont d'autres soucis, d'autres centres d'intérêt, des métiers peut-être plus prenants que les miens, que le mien, et qu'ils ne se livrent pas à cette espèce d'exploration permanente du présent, du passé, et pourquoi pas du futur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux comprendre ça. Et vous savez que vous ne le comprendrez jamais. Vous voyez, tous les jours, il y a une nouvelle donnée qui arrive, et vous dites, merde, est-ce que ça rentre dans ma petite vision que je m'étais faite du monde, enfin du passé, de l'époque, etc. Pas toujours. Finalement, la sagesse, c'est ça, c'est d'accepter le fait... C'est que vous ne savez jamais. Qu'on ne saura jamais. Voilà, vous ne savez jamais, vous n'êtes jamais sûr, vous faites des paris, et vous n'êtes jamais sûr que vous allez les gagner. Mais bon, c'est... Voilà, mais vous parlez de la durabilité, mais j'ai pas duré si longtemps, moi, à la télé. Hein. J'ai fait 30 ans de télé. Je trouve ça énorme pour un type qui était autant je dirais presque en rébellion avec le système tel qu'il se pratique. Mais bon, à un moment, le système m'a quand même éjecté. Il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi et qui y sont encore. Et donc, je trouve que j'ai duré pas mal pour ce que j'aurais dû durer. Normalement, j'aurais dû partir au bout de 2-3 ans. Normalement, quand j'ai été viré de Canal+, normalement, ça aurait dû s'arrêter là. Je trouve que coup de bol, c'est reparti plus fort que jamais, et puis après encore plus fort, etc. Coup de chance, ou parce que j'étais particulièrement adapté à quelque chose dont on avait besoin à ce moment-là, et qu'on m'a laissé faire ce que je voulais, et que donc j'ai fait ce que je voulais. Mais au bout d'un moment, le système m'a rejeté quand même. Et je ne m'en porte pas du tout plus mal. Hein. C'est pas... Et je trouve ça normal, parce que sinon je ne pourrais pas dire que je suis un rebelle. Parce que le rebelle que tout le monde trouve formidable et qui reste indéfiniment là à animer des émissions, ouais. Alors que moi, je peux me flatter d'avoir été viré. Vous voyez ? C'est une belle conclusion, Frédéric Tadei. Merci beaucoup.
pour cet échange. Merci à tous d'avoir participé avec nous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Et on se retrouve à l'extérieur. Bonne soirée, merci.